Salut à tous les amis, c'est Loïc, c'est la partie 2 de conseil de coach 2. Ça fait beaucoup de 2, mais ça fait aussi beaucoup de coach. Voilà, alors juste avant, tu t'abonnes et tu mets la petite cloche. C'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes les vidéos. Allez, je te fais un bisou. Troisième débat les amis, troisième débat là aussi, troisième question, troisième expérience que vous offre aujourd'hui les coachs de poker. L'erreur que vous, personnellement, vous avez faite le plus longtemps au poker. Le bordelais, il baisse la tête tout de suite en mode ah, Ah non, pardon. j'ai des petits points, mais vas-y, je peux Allez, c'est commencer. toi qui ouvre le bal. Alors moi, l'erreur que je fais même encore et que j'ai beaucoup fait, c'est d'abord de jouer trop vite et d'arrêter de réfléchir. Et surtout, le truc qui se couple avec ça, c'est de réfléchir en disant qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce spot. Et ce raisonnement un petit peu sur une formation GTO me met dans des spots où je me dis mince, je sais pas ce que je dois faire. Et en gros, ben, c'est perte de confiance, doute parce que je suis nul, je sais pas ce que je dois faire. Ce fonctionnement-là nous empêche de capter toutes les variables, tous les éléments et tout ce thinking process qu'on peut avoir. Et du coup, j'ai envie de dire aux joueurs de poker, et je le dis à mes élèves tout le temps, c'est faites ce qui vous semble le mieux à l'instant T. On ne cherche pas à ce qu'on doit faire, à ce qu'il faut faire. On se rend compte que les meilleurs joueurs de poker ne sont pas d'accord sur des coups. Donc, il faut que chaque joueur arrive à trouver sa solution à l'instant T avec les connaissances qu'il a et avec sa propre réflexion. Et être créatif. Voilà. Je veux que les joueurs soient créatifs et du coup, moi, je suis dans cette démarche d'être créatif et d'arrêter d'être dans je dois faire ça et de sortir un petit peu des sentiers battus et de choses purement théoriques. Illico Musto. Yes, bah alors moi, enfin, je pense que l'erreur que j'ai faite au tout début, vraiment quand je me suis lancé dans le poker, c'est le BRM. Donc, c'est-à-dire de vouloir brûler les étapes, de vouloir jouer trop cher parce qu'il y a un beau tournoi. Des beaux tournois, il y en aura tout le temps. Il y a des événements tout le temps sur toutes les rooms. Faut pas se dire que c'est pas parce qu'on joue pas celui-là que voilà, on n'aura jamais l'occasion d'en rejoindre équivalent. Donc, vraiment respecter son BRM, pas franchir enfin, attendre pour franchir les étapes. Mais il y a aussi une autre erreur que j'ai faite pas mal, c'est alors ça c'est un peu spécifique au tournoi, je pense, c'est accorder trop d'importance à un tournoi. Par exemple, je sais pas, je suis au day 3 d'un tournoi, on va avoir, enfin toute la journée on va y penser. C'est ça aussi qui fait le charme du poker de tournoi, c'est que sur des gros deep runs, voilà, on a l'adrénaline. Mais je pense que pour vraiment être performant, il faut réussir à se détacher, que ce soit des enjeux financiers ou même des enjeux au niveau, enfin voilà, psychologique. Si on a envie de finir premier du tournoi, de voir, je sais pas, un article à notre nom. Donc, essayer vraiment de se détacher complètement. C'est plus difficile à dire qu'à faire. Hein. Encore aujourd'hui, je suis clairement pas parfait là-dessus, mais je pense que c'est un point sur lequel faut vraiment essayer de travailler en tournoi notamment. Raphaël. Ah ouais, ça rejoint un peu aussi ce que disait Boris. Un truc que j'ai fait pendant longtemps, c'était je travaillais un spot sur Pio et je voyais, tiens, ici, dans cette situation, Pio fait ça avec ce type de combo. Mais très peu de compréhension des logiques sous-jacentes. Et du coup, je me retrouvais à jouer et puis à faire ça parce que Pio le faisait, mais je comprenais pas pourquoi et j'avais pas trop d'idées des implications que ça allait avoir sur la suite du coup. Bon, ok, une fois que j'ai check raise, bah, mon adversaire a le droit de call et puis le coup peut continuer, quoi. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai essayé de modifier, bon, à la fois dans la façon dont je travaillais hors des tables, mais aussi dans ma façon de jouer, c'est de faire uniquement des choses dont je comprends la logique et le fonctionnement. Et si je sais que PioSolver va faire ça dans un spot, mais que je comprends pas pourquoi, je vais m'interdire de le faire. Parce que ça va m'amener dans des branches de l'arbre avec lesquelles je suis pas suffisamment confortable pour jouer correctement. Et je vais préférer passer un move théoriquement meilleur parce que je suis pas capable de le faire. Euh, la deuxième implication de ça, c'est que, enfin, c'est un peu similaire en tout cas, c'est que j'avais la certitude dans certains spots qu'il était absolument impossible d'un point de vue GTO de folder tel ou tel type de main
ou de pas prendre un bluff avec certains combos et du coup je m'interdisais de prendre des bonnes décisions parce que j'étais en train de jouer contre un adversaire qui était très mauvais mais je m'interdisais quand même de faire des hero fold avec certains types de mains parce que je me disais c'est pas possible, c'est trop exploitable, ça dévie trop de la GTO et bon je sais pas exactement combien de centaines de milliers d'euros ça m'a coûté mais beaucoup quoi. Ah ouais. Mon Romain Beer. Moi, c'était tout au début, quand j'ai commencé le poker en online, 1er janvier 2018, c'est que j'ai arrêté de travailler mon CDI en septembre de la même année, avec 500 € de roll, donc ça, ce n'est pas à faire. Et du coup, là-dessus, je peux bien conseiller mes élèves là-dessus. Donc là-dessus, et j'ai eu beaucoup de chance dans mes débuts, parce que j'ai réussi, enfin, pour la petite histoire, j'avais eu un ticket 109 incroyable de PMU qui venait de je ne sais pas d'où en septembre, et j'avais gagné le tournoi, le main event, et du coup, ça a monté ma roll x10 pratiquement, donc j'avais pu me lancer comme ça, ouais, complètement. Chatard. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que là-dessus, je peux conseiller de ne pas faire, parce que j'ai fait la grosse erreur de Ne chattez brûler pas. un petit peu les étapes. Non, mais de brûler un petit peu les étapes, de se sentir un peu trop beau avec pas grand-chose. Et aussi, la deuxième erreur que j'ai pu faire pendant longtemps, c'est essayer de trop se comparer. Il y a des très bons joueurs qui vont pas gagner d'argent sur une année, 2 années, 3 années, et il y a des mauvais joueurs enfin des moins bons joueurs, des moins bons joueurs qui vont gagner peut-être 200 000 € dans l'année, qui vont renouveler ça l'année d'après, parce qu'ils vont faire quelques one time et tout, et de se comparer et de se dire, en fait c'est une perte de temps complet, de vouloir se comparer et de se dire mais purée, mais ce qu'il fait, moi j'approuve pas, j'aime pas trop, et il gagne 10 fois plus que moi, et ça je pense que c'est un truc qu'on peut faire au début comme erreur, de vouloir trop se comparer. Je pense qu'il faut juste se focus sur nous-mêmes et pas perdre de temps là-dessus. Mon Bordelais, je ne visais pas le Bordelais, je ne visais pas monsieur le Bordelais. Non, t'as tout à fait raison. Je le vois, la souffrance de mes élèves par rapport à ça, et même ils en ont conscience qu'il faut pas le faire, mais c'est plus fort qu'eux, et c'est de se focaliser sur le résultat. C'est-à-dire que le joueur de poker se focalise sur le résultat financier, et il faut trouver, c'est super important, un moyen de se focaliser sur d'autres critères. Le focus, la concentration, la manière dont on a joué, l'intensité, si j'ai bien respecté les ranges pré-flop, etc. Se focaliser sur des choses qu'on peut contrôler, et le résultat au poker est très difficilement contrôlable. Donc très bien de ne pas se comparer par rapport aux autres sur les résultats, ouais, ça c'est important. Bande Bon, CDC. Quand j'ai commencé le poker, j'ai mis vraiment longtemps avant de me spécialiser, on va dire, dans les MTT. Et je pense que c'est une erreur, comme l'avait dit Raphaël en début de l'émission. C'est vraiment très important de se focus sur un seul, et même deux, tu vois, même deux, c'est déjà beaucoup sur un seul format. Et j'ai mis longtemps avant de me dire, bah, c'est vrai qu'effectivement, je vais tester. Alors, tu vois, quand j'ai commencé, il y avait encore le poker en limit hold'em. Donc, tu vois, j'en avais fait pas mal. Après, un petit peu de cash game, un petit peu les stand go, les machins, différents formats, avant de me rendre compte que, bah, finalement, si tu essayes de te diversifier un petit peu partout, bah, t'es moyen partout, en fait. Et ça gagne moins, en fait. Du coup, je pense que je vais renouveler le conseil qui avait été donné en début d'émission. C'est vraiment choisir un format et sois bon dedans, quoi. Okay. Vaut mieux exceller quelque part qu'être juste bon dans 3 Voilà, domaines. exactement. Romain, Nussman. Sans surprise, l'erreur que j'ai faite trop longtemps. Attends, je peux essayer ou pas? Vas-y. De ne pas prendre de coaching. Allez, je sens celui-là. L'entourage, enfin c'est plus l'entourage. Ouais, Pour information, j'ai été sportif de haut niveau, j'étais jeune, à 15 ans, et donc j'ai eu cette chance parce que c'est ce qui a énormément joué sur la construction de mon mindset que j'ai aujourd'hui, ce côté compétiteur et dépassement de soi et compagnie, et ça m'a énormément impacté. Mais moi aussi j'étais sportif de haut niveau, ça se voit pas sur ma gueule aujourd'hui, je te signale. Je peux te dire qu'il faut connaître ma vie pour le savoir, et c'est pas un fake, je l'ai vraiment été. Vas-y, continue. T'étais marathonien? Non, j'étais nageur. C'était pas la natation? Natation, ouais, c'est la natation, toi. natation, Ouais, c'était la natation, toi. Ouais. Attention, j'étais Pour champion moi, de c'est France. parapente. Tu dois avoir de belles épaules. Il me reste que ça, les belles épaules. Voilà. Et aujourd'hui, je suis sur la natation, j'étais brasseur, là on est plutôt sur baleine, a priori, au niveau de la nage. Bon, Romain, pardon, je t'ai coupé, continue.
Ouais, donc effectivement, l'entourage. Ouais, je suis sorti du centre de formation et on aurait pu croire que effectivement, j'allais répliquer ce que j'ai appris. Et en fait, non, je suis resté un peu seul pour apprendre le poker, par exemple. J'ai pas du tout répliqué ce que j'ai appris, mais c'est aussi parce que tout était encadré en fait. Quand j'étais jeune, on suivait, on n'avait rien à penser. Et c'est pour ça qu'on a créé notre sœur. Hein. C'est de par l'expérience que j'ai pu vivre au travers de mon expérience de sportif de haut niveau, et parce que j'ai pris conscience qu'en fait, c'était un no match, créer un environnement, un entourage qui soit à même de nous donner un maximum de compétences et dans un épanouissement le plus élevé possible, c'est incroyablement puissant. Et je vais terminer sur cet élément aussi qui, je pense, est très révélateur et je lui ferai hommage à mon père. C'est qu'il m'a longtemps dit, et ça c'est beaucoup de regrets qu'il a eu, c'est qu'il s'est toujours estimé comme un père ayant fait énormément d'erreurs et qu'il regrette plein de choses qu'il a fait. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de parents parce que la probabilité de faire des erreurs en tant que parent, elle est énormissime. Parce que éduquer un enfant, c'est un énorme défi. Ceux qui ne sont pas parents, c'est pas grave puisqu'ils ont des parents. Donc je suis sûr qu'ils ont les moyens de vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Et du coup, j'en ai profité pour ne pas faire cette erreur. Et je n'en veux absolument pas à mon père, évidemment. C'est grâce à lui que j'en suis là aussi aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'apprends à être papa en m'informant, en échangeant avec d'autres papas, des mamans d'ailleurs aussi, parce que les mamans sont très fortes, et sûrement plus que nous d'ailleurs, et en intégrant des communautés justement de parents pour essayer d'être le meilleur père possible, quoi. Et c'est pareil pour coacher, j'ai un coach et j'ai des sparring partners de coaching pour essayer de comprendre, on partage tout simplement, on se dit tiens, j'ai un élève, il est comme ça, comment tu gérerais la situation, j'arrive pas à lui débloquer ce leak qu'il a, et ça c'est super intéressant parce qu'on a tous des méthodes différentes et du coup on apprend tous ensemble et aussi on apprend à être un meilleur coach. Donc ma démarche en fait d'entourage, je la mets en application dans absolument tout ce que je fais dans ma vie. Putain, c'est beau quand tu parles. C'est beau. Les amis, question subsidiaire là, parce qu'on tourne autour là depuis le début de l'émission là. Alors tant qu'à faire, je vais vous la poser celle-là. Parce qu'il y a eu un débat sur une précédente émission là. Tout le monde parle de la GTO, mais personne n'est d'accord. Alors la GTO, c'est bien ou c'est pas bien? Attention. Bien. Donc, qui dit bien? Levez la main ceux qui pensent que c'est bien. 1, 2, 3, 4. Ah, magnifique. Oh là, on a les deux grands patrons qui eux sont pas d'accord, ils vont vous déchirer la gueule. Allez, on commence. Bande CDC, c'est toi qui démarre. Pourquoi c'est bien? Attends, je réfléchis pour te donner une bonne réponse. Vas-y, m'en fous, je peux coter. De toute façon, je vous dis, on est parti pour 8 heures Ça d'émission. va, si tu veux, la GTO, ça va t'apprendre à comprendre la façon dont le coup est construit et ça va te permettre de mieux l'appréhender et d'avoir des stratégies contre lesquelles tu n'auras pas de trou dans ta range. Il n'y aura pas d'endroit où tu vas trop bluffer, pas d'endroit où tu vas jamais bluffer. Et si l'adversaire essaye de te bluffer trop, du coup, il se punira lui-même. Enfin, l'ensemble des joueurs qui essayent de te bluffer trop essaieront de se punir eux-mêmes. Maintenant, effectivement, et notamment dans les MTT à petit et moyen buy-in, tu vas rencontrer des situations dans lesquelles il faudra sortir de cette ligne entre guillemets un petit peu inexploitable pour essayer de repérer les spots dans lesquels on peut prendre plus. Notamment, on va prendre un exemple où un adversaire essaye de ne jamais bluffer, par exemple, où tu pourras faire des folds plus gros que ce que tu devrais normalement. Alors évidemment, pour se rendre compte qu'est-ce que c'est trop foldé, qu'est-ce que c'est trop payé, qu'est-ce que c'est qu'un adversaire qui essaye de trop bluffer, etc. Et ben, il faut déjà connaître la ligne GTO pour pouvoir apprendre à pouvoir en sortir correctement. C'est-à-dire que si tu improvises de la GTO mais sans vraiment la connaître et que tu dis c'est pas grave parce que de toute façon je vais exploiter mon adversaire en me basant sur les tendances du field, et il y a de fortes chances qu'à un moment donné tu
penses qu'un truc est bon et tu vas te mettre à trop déborder d'une manière ou d'une autre. Et tu pourras aussi rencontrer un adversaire qui va se rendre compte que toi-même, tu as un trou. Par exemple, on peut reprendre l'exemple, si dans un tournoi, tu 3-bêtes jamais en bluff parce que d'une manière générale, les adversaires ne foldent trop peu sur les 3-bêtes en bluff, eh ben, tu vas créer un trou qu'un adversaire pourra exploiter ou il pourra se dire, lui, il 3-bête qu'en value, donc du coup, quand il me 3-bête, je le respecte. Tu vois, enfin, c'est ce genre de raisonnement qu'on va avoir. Ok, qui veut compléter parmi ceux qui sont ok pour Nico? Moi, c'est juste une petite histoire marrante. Alors, je suis pour la GTO pour comprendre voilà, comment les solvers travaillent, comment les solvers organisent finalement leur réflexion par rapport au type de main à miser, etc. Mais je pense que le but, enfin moi, mon but, c'est jamais d'être inexploitable. C'est toujours d'être dans l'exploit, mais la GTO, ça sert de base pour comprendre comment dévier de la GTO, comment nos adversaires dévient et du coup, comment s'adapter. Et après, enfin, une petite histoire marrante, mais une fois, j'étais à une table en live, donc je citerai pas la personne qui était en face, mais en fait, c'est un très très bon joueur de poker qui joue très cher online. Et dans une situation, il est contre une personne âgée, probablement un joueur récréatif, et il perd le coup au river, il call muck, et il dit « Oh non, c'est pas possible qu'il ait fait ça, Pio dans ce spot, il check back 100% à la third, alors que le mec a misé en face. » Et du coup, ça, pour moi, ça me fait mourir de rire, parce que c'est pas possible d'avoir cette réflexion-là. La GTO, c'est très bien de la suivre. Mais il faut Attendez les comprendre- gars, vous êtes en train de détruire. Je dis, vous c'est bien, il est en train de me la démolir, Nico là. Bah ouais, non, mais pour moi, la GTO, c'est une base, mais Non, faut en sortir, quoi, c'est tout. Mais Bordelais. Ouais, moi je suis très. C'est un débat sur lequel je pourrais discuter des heures. La GTO, pour moi, Un c'est jour, l'essence. un jour, on en fera toute une émission. J'inviterai Clément Richesse pour qu'il brûle tout le plateau. Et- Voilà. Mais bon, Bisous, mon Bibiatch. je suis école ATM, tu sais. Donc. Mais pour moi, enfin, j'ai un avis assez tranché là-dessus. La GTO, c'est l'essence du jeu. Tu joues à pile ou face. On te dit, tu mises 1 euro. La GTO, elle te dit, tu peux jouer que si tu gagnes 2 euros ou plus. Si on te dit, tu mises 1 euro et tu gagnes 1,80 €, tu vas dire, ben, je joue pas à pile ou face. La GTO, elle te dit ça. Elle te dit, quand je mise tant, il faut que je gagne tant de pourcents du temps. Donc l'adversaire, il peut pas te laisser gagner le coup tant de pourcents du temps. Si je mise pot dans une situation, j'ai besoin que ça passe une fois sur deux, donc l'adversaire doit défendre 50% du temps. S'il défend pas 50% du temps, pardon, je peux miser pot ce que je veux. Ça, c'est la GTO. C'est juste comprendre que c'est un jeu d'argent et c'est un jeu d'enchères. Donc si je mise pot et que mon adversaire défend que 30% du temps, ben, à chaque fois que je mise pot, j'ai 7 et 2 off, je vais gagner de l'argent. Donc ça, c'est la GTO et ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, il ne faut pas être bête, dans le sens où les gens... la GTO dans un spot où un gars underbluff, la GTO te dit pas de coller. Tu mets dans Pio Solver la range du mec, le solver il est pas bête. Il va folder s'il a pas les odds ou s'il a pas les cotes ou tout ça. On critique souvent le MDF. C'est la même chose. Oui, je mise spot, je dois défendre 50, donc je défends 50. Faut pas être bête. Faut voir la range qui est mise 50. Si tu fonces dans la sas, on est d'accord qu'on va pas défendre 50% du temps. Donc il y a une adaptabilité à faire la GTO, mais pour moi la GTO est l'essence du jeu. Et j'ai trop de joueurs qui me disent mais est-ce qu'on peut pas exploit? D'accord, donc je dis pourquoi t'exploit? Ben là regarde, ce joueur, je sais bet, il colle bottom pair au flop, donc il me colle beaucoup trop, donc je l'exploit et je sais bet qu'en value. Je dis mais est-ce que coller bottom pair c'est pas normal? Et du coup il me dit bah non c'est un fiche de coller ça au flop. Je dis mais non c'est normal, tu vois c'est pas... C'est-à-dire qu'avant de pouvoir exploiter les gens, il faut avoir des références, un repère. Et comme disait Illico Busto, si t'as pas un repère pour te permettre lui colle trop, lui fold trop, etc., bah t'es un petit peu perdu. Donc pour moi la GTO c'est pas le solver, c'est comprendre l'enchère, les chiffres. Je mise 1 euro pour gagner 1, bah, si ça passe 50% du temps, je le prends, c'est ça la GTO. Et si on comprend pas l'essence du jeu, moi un élève qui vient qui joue les 2 euros, je lui apprends la GTO, mais la GTO simple, Ok. stade 1. Ok. Important. Captain Obvious, je te garde en défenseur ultime. Ils sont. Non, parce que je suis pas défenseur ultime, mais. Ah, mais pourquoi mais t'as dit que t'étais pour aussi, non? Non, mais en fait, je suis 50-50. Ah bah attends, si t'es 50-50, je te garde pareil alors. Parce que il y en a deux, ils sont contre, ils sont chauds patates. Raph, Monsieur Nassman, lequel démarre? Allez, Raph, à toi l'honneur. Ouais, bon, déjà, je pense que c'est important de préciser que n'importe quel humain est absolument incapable, à des degrés divers, d'appliquer correctement une stratégie GTO. Et si ça vaut pour nous qui sommes des joueurs professionnels et expérimentés,
ça vaut aussi pour l'ensemble de nos adversaires à des degrés, on espère, plus élevés que le nôtre. Attends, donc si j'ai bien compris, ce que tu expliques, c'est que personne ne peut arriver à comprendre ça alors. Personne ne peut arriver à reproduire parfaitement. D'accord, ok. C'est bon. Et je pense qu'un truc qui est un fantasme qui est hyper présent dans l'esprit des joueurs quand ils imaginent un petit peu la pyramide du poker et qu'ils se disent tout en haut, les stakes les plus chers, c'est tous des oufs de la GTO. Ils jouent chaque coup comme PioSolver. Il n'y a presque pas d'erreur. Et c'est d'ailleurs un fantasme qui est relayé à très haute dose. Enfin, ça fait depuis 2012 que j'entends que la Zoom 500 de PS.com, ils jouent tous GTO. J'ai joué ces games-là sans avoir d'expérience en cash game, mais je peux te dire que c'est vraiment pas le cas. Il y a Limitless aussi qui joue aujourd'hui en 500 000 sur GG Poker, qui a dit mais c'est ridicule de penser ça. C'est tous des baleines, quoi. Bon, lui qui est un pur génie, qui a un cas particulier, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que essayer de se rapprocher de ça quand personne n'en est capable et quand ça coûte de l'argent de s'en rapprocher au maximum, c'est probablement une erreur. La deuxième chose, c'est que c'est tellement destructeur, enfin ça a été tellement destructeur pour moi d'avoir cette démarche que forcément ça me marque et ça marque un petit peu mon opinion. Et j'ai l'impression que ça a fait oublier aux gens comment jouer au poker. Et c'est là où Boris se trompe un petit peu, c'est qu'il parle de maths et de logique, et il appelle ça la GTO simple. Pour moi, non, c'est les maths et la logique, et là où je suis d'accord avec lui, c'est que c'est hyper important et c'est l'essence du jeu. Et les gens oublient complètement ça, oublient que ce qui va leur faire gagner de l'argent, c'est essayer de prendre une meilleure décision que leurs adversaires à chaque fois qu'ils en ont l'opportunité. Ce qui va leur faire gagner de l'argent, c'est d'essayer de prendre la meilleure décision possible à chaque fois qu'ils ont l'opportunité de prendre une décision. Et je passe énormément de temps sur les solvers, c'est un outil de travail qui est formidable, donc faut pas être trop hypocrite non plus sur ce sujet, mais c'est un outil formidable, mais il faut faire très attention. Et la base de base, c'est ce que Boris appelait la GTO simple, ce qui est pour moi jouer au poker correctement, quoi. Mais je pense que l'algorithme de Pio, enfin la manière qu'il a fonctionné, sont ces maths simples. Bien sûr, mais tout va être basé sur des maths. Quand tu joues au Monopoly où il y a pas vraiment de GTO, mais il y a une logique mathématique qui est sous-jacente. Et c'est pas pour ça que les mathématiques sont la GTO. Du coup, on est d'accord, je pense. Je suis d'accord avec ce que tu dis. On est d'accord que pour moi, la pyramide, c'est pas PioSolver, le haut de la pyramide. Bien sûr, ouais, je suis d'accord. C'est l'essence, tu vois, de comprendre, comme tu disais, comprendre PioSolver, de comprendre. Bordelais, tu dépasses. Ce n'est pas. Non, tu prends la défense trop vite. L'attaque n'est pas finie. Monsieur Nussmann met le deuxième parpaing. Ensuite, Allez, on écoute notre Suisse de Captain Obvious. C'était très bien que Boris parle de pyramide parce que c'est exactement l'élément central. On pose pas la bonne problématique. La bonne problématique, c'est est-ce que la GTO c'est bien? C'est surtout qu'est-ce qui est le plus pertinent pour progresser? Quel est le levier en termes d'apprentissage de compétences que la GTO va apporter par rapport à toutes les possibilités d'apprentissage qu'on peut avoir? Et effectivement, le GTO, ça arrive dans la liste de très 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 loin. Pour info, d'ailleurs, je le cache absolument pas. Moi, j'ai moins de 10 heures de solver pratique. Alors après, effectivement, j'ai beaucoup d'exercices et d'entraînement qui sont très proches de ce que peut apporter le GTO, mais ça, c'est mes méthodologies d'entraînement et d'apprentissage. Je vous donne un élément qui me fait extrêmement rire parce que c'est exactement la réalité des faits qu'on a aujourd'hui. J'ai beaucoup de joueurs professionnels qui viennent me dire « Ah putain, qu'est-ce qu'il est nul, Amsovic, il comprend rien à la technique. » Alors effectivement, pour certains, effectivement, ils sont meilleurs que moi techniquement là-dessus. D'autres non. Il y en a qui sont meilleurs que moi. Mais par contre, ils n'ont toujours pas compris que, en fait, la valeur de la technique par rapport à d'autres compétences, elle est assez faible. Et en l'occurrence, le mental, on en a déjà parlé. Et on va en reparler. Et on va en reparler, c'est ultra sous-estimé. Et il y a aussi une autre compétence que je ne comprends toujours pas, parce que c'est factuel, la communauté de poker a encore oublié que le poker, à la base, c'est un jeu de stratégie. On parle de poker égale stratégie. Et la valeur stratégique,
elle est complètement sous-estimée également. Et on se retrouve à se dire, ah, putain, Benjamin Pollack, comment ça se fait qu'il gagne autant? Putain, David Iquita, je comprends pas, il comprend rien à la technique, il est nul, et comment ça se fait qu'il gagne autant? C'est un gros chatard. Et voilà. Et du coup, Imsovic, on dit la même chose. Et ces gens-là ont toujours pas compris qu'il y a des profils de joueurs qui sont orientés sur des valeurs de compétences qui sont pas les mêmes que la technique, qui apportent d'autres éléments et qui font que les profils sont différents. La parole est à monsieur Captain Obvious. Ah, ce débat. Je crois que je l'ai tous les jours, ou une fois sur deux sur Twitch, ou avec des gens. C'est vrai que ce débat, il est un peu spécial. Et je pense qu'en fait, on peut pas être 100% pour ou 100% contre. Je pense que c'est un peu un... Moi, je suis dans le mode 50-50. Je pense que ça apporte un plus, certes. Je pense que déjà, de base, il faut déjà cerner bien le format. Je pense qu'en cash game et en expresso, ça sera bien plus utile qu'en MTT. Je pense que Ah, c'est ça, des... c'est Parce tu que tu prends, vas tu trouver prends des la spots. position de Goutard. Goutard, il dit la même chose. Bah, en fait, tu vas Antoine trouver des Goutardon, spots, fait un bisou. tu vas trouver des spots récurrents sur du cash, du cash et des expressos, et tu vas rencontrer souvent les mêmes joueurs, ce qui ne va pas du tout être le cas en MTT. Et je pense que aussi la GTO va beaucoup plus t'aider plus tu vas monter de limites. Je pense que je vois énormément de mecs qui se touchent avec la GTO sur des petites limites et qui ne gagnent pas un pesos depuis 3-4 ans. Ça, c'est le gros problème. C'est qu'il y en a qui perdent leur temps sur de la GTO, sur des petites limites, alors qu'ils devraient travailler d'autres choses, que ce soit le mental ou autre chose. Ils devraient focus sur d'autres choses beaucoup plus importantes. Et en plus de ça, souvent, ces personnes-là l'utilisent très mal. Alors, peut-être qu'en l'utilisant très bien, ça leur apportera quelque chose, mais je pense que ça leur apportera quelque chose, mais beaucoup plus haut. Et ça sera un plus, mais je pense qu'il y a d'autres choses, et je rejoins un petit peu Romain là-dedans, je pense qu'il y a des plus, il y a des choses qui sont plus importantes à travailler que la GTO, surtout au départ. Et le nombre de personnes que je vois run des spots dans GTO+, et derrière avoir des œillères et oh bah je vais faire exactement ça. Non, je pense qu'à la base, le poker, c'est un jeu de stratégie, un jeu de profiling. Et je pense que là, il y en a trop de personnes, quand ils se mettent à travailler la GTO, ils ferment ils mettent des œillères et ils sont plus du tout dans le profiling. Et exactement ce que disait Ecobusto avec l'exemple, on avait d'autres exemples aussi sur des vidéos et tout ça, où des personnes se disent mais oh, je comprends pas, mais BioSolver il fait pas ça. Ouais, mais en face de toi, t'as René 85 ans. Enfin, si t'arrives pas à t'adapter à ça, il y a un gros problème. Et je pense qu'il faut faire très attention. Donc c'est un plus, parce que je pense que c'est important, ça peut te permettre de dévier, ça peut te permettre de te donner des compétences en plus, mais je pense que c'est pas l'essentiel quand tu joues certains buy-in, et je pense qu'il y a trop de gens qui perdent du temps. Et franchement, je connais pas beaucoup de personnes qui jouent des 5-10 euros, qui ont commencé en GTO et qui gagnent de l'argent vraiment plus rapidement que ceux qui jouent plutôt exploit et qui travaillent d'autres choses beaucoup plus importantes telles que l'ICM ou le mental, tout simplement. Qui Donc veut je pense que rajouter c'est pas... quelque chose? Ouais, je vais juste compléter ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que en fait, il y a beaucoup de gens, et surtout, comme le dit Romain, qui installent un logiciel de GTO et qui run les spots, et pour eux, ça va être la solution, en fait. C'est-à-dire, ah bah, Ouais, c'est voilà ça. ce que j'aurais dû faire. Un peu comme C'était si la tu Bible. mettais ta partie d'échecs sur un résolveur de... Ouais, pour le coup, pour les échecs, c'est fait. Il te dit, bah là, il y avait un coup que tu devais jouer, bah t'as pas joué, donc t'as mal joué, en fait. Et pour le poker, et encore plus dans les tournois, c'est pas du tout le cas, puisque par définition, c'est de la théorie des jeux, et donc ça va partir systématiquement du principe que l'adversaire va faire lui-même le coup le plus intéressant pour lui, compte tenu de ta stratégie, qui prendra en compte le fait que lui ait pris cette stratégie. Si l'adversaire, et on va rencontrer beaucoup, si l'adversaire n'applique pas cette stratégie, applique sa propre stratégie, il y a de fortes chances qu'elle dévie d'un côté comme de l'autre. Et donc, c'est à toi, en tant que joueur de poker, de faire le boulot, d'essayer de savoir comment est-ce qu'il dévie à ce niveau-là. Donc, d'avoir, comme disait Illico Busto, d'avoir un petit peu des repères qui te permettent de savoir, d'avoir un petit peu des bases et tout de suite prendre le play qui va te permettre de payer moins quand l'adversaire ne bluffe pas assez, ou de jamais payer s'il bluffe jamais, ou ce genre, enfin de payer que les mains qui battent sa value range, etc. Ce genre de spot où des fois on va faire des trucs, Raphaël en parlait tout à l'heure, des situations où si tu suis juste la GTO, jamais tu fold brelan, jamais tu fold. En fait si l'adversaire il a tout le temps quinte en fait, donc s'il bluffe jamais, il se value cut pas, tu peux folder brelan parce que tu vas tout le temps perdre en fait, ou perdre suffisamment souvent compte tenu de la cote du pot qui t'est offerte. Donc c'est un petit peu la mise en garde qu'on mettra à ce niveau-là. Boris, allez, c'est toi qui Oui. conclus.
Non, mais c'est ça, après ça rejoint ce que dit Burn CDC. La GTO, le but n'est pas de reproduire la solution GTO. Et c'est ça que les joueurs doivent comprendre. C'est pas regarder Pulsover et le reproduire, mais le comprendre. Et à partir du moment où vous aurez compris l'équilibre GTO, enfin l'équilibre, en tout cas le fonctionnement mathématique, pour reprendre plutôt ce que disait Raphaël, à ce moment, à partir du moment où vous avez compris le fonctionnement mathématique du poker, vous allez après adapter votre stratégie qui sera la plus EV+. Et c'est ça qui est important. Chercher la stratégie la plus EV+, et pas de jouer un jeu GTO. Mais je pense que l'essence du jeu reste la connaissance de quand même cet équilibre pour savoir si notre adversaire bluffe assez ou pas. C'est que, voilà. Les joueurs vont me dire ils bluffent pas assez, mais ils savent pas la fréquence de bluff qu'il doit y avoir parce que quand ils misent, si vous misez pot par exemple, vous devez avoir 33% de bluff. Mais si vous n'avez pas compris ça, comment vous pouvez savoir si le joueur bluffe assez ou pas? Voilà, c'est ça. Je ne sais pas comment joue un joueur de poker aujourd'hui sans cette information-là, quoi. Bah, il le sait avec l'expérience qu'il a sur les tables et de son field. Oui, mais toi, par Pourquoi un exemple, serveur imagine, va tu te vois dire un ça? joueur tu établis sa range et il bluffe 20% du temps. Ok, si tu sais pas, faut savoir ce que ça veut dire bluffer 20% du temps. Mais ça Est-ce va que c'est dépendre du assez? Est-ce que profil. c'est pas assez? Mais Tu voilà, vois. mais ça, moi je trouve que c'est là où il y a une grosse erreur que font beaucoup de joueurs de GTO, c'est qu'ils font plus du tout de profiling. C'est qu'en face, ils vont mettre tous les mêmes joueurs dans le même panier. Donc c'est bien beau d'avoir ce pourcentage, mais si je me tape, je sais pas, Snoopy moins de 200k Alors, sur PMU, ou si je me tape un reg, je vais pas du tout jouer de la même manière, et je vais pas appliquer du tout les choses de la même manière. non, mais c'est là où je crois que t'as pas compris ce que je viens de dire. C'est que moi, j'arrive dans un spot river, je vois que le mec il pote. Je sais qu'il a le droit de bluffer 33% du temps. Qu'est-ce que je fais? Je compte les combos. Je compte les combos qu'il value. Il value tac. Il value 50 combos. Je sais que donc il doit en bluffer 25. Parce que du coup, pour avoir 33% de bluff, il doit avoir 25 combos de bluff. Donc je vais regarder si je trouve 25 combos de bluff. Si je trouve pas 25 combos de bluff, je vais folder. Si je trouve plus de 25 combos de bluff évidents que je sais qui arrive dans cette ligne, etc., je vais le faire en m'adaptant à mon adversaire. Si je sais qu'il sait bet range ou qu'il sait bet pas range, que le mec il ne barrel pas assez et tout, je vais mettre un poids à ces combos-là. Mais si tu sais pas que le Attends, mec t'es en il doit train de me dire que dans ta tête, tu comptes, tu comptes les 25 combos Non, avant Oui, de- mais- Boris, il a Après, pas tu la le fais même strip time par bomb que strip, nous, hein. c'est-à-dire que quand t'arrives Non. river, t'as pas le temps de faire Mais du ouais, Non, parce mais que, non, mais parce dans que moi, l'idée- déjà, quand je compte 3 combos, tu vois, Ouais. il fait nuit, quoi, déjà. Dans l'idée, comme dit Raphaël, c'est que c'est un entraînement. C'est comme ça que je m'entraîne. C'est-à-dire que je vais dans ce spot, je vais review une main, je vais me dire, tac, je le fais comme il faut. Et in-game, il y a des automatismes qui vont se créer. C'est-à-dire que tu vas vite voir si tu trouves facilement des bluffs, si tu trouves facilement de la value. Et du coup, tu vas pas les compter au combo près in-game, mais tu arrives à avoir un espèce de rapport qui te fait penser ça. Le mec, il mise 33% river. Il a besoin de bluffer combien de fréquences? Tu vois, si tu sais pas combien de bluffs il a quand il mise un tiers, comment tu peux évaluer de s'il overbluff ou pas? Tu vois, Mais c'est ça, c'est pas ça. c'est pas la GTO qui va te l'amener, c'est juste le profiling que tu vas faire sur la personne. Non, 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 la GTO te dit, tu mises pot, le mec doit bluffer 30, enfin toi, si tu veux, tu dois coller 100 pour en gagner 200, pour en gagner 300. Donc tu dois être bon 33% du temps. Donc la GTO te dit, il doit bluffer 33% du temps. Et toi, pour call, tu dois gagner 33% du temps. Donc après, là, tu fais ton profiling pour savoir s'il est au-dessus de 33% ou en dessous. C'est là où c'est important l'équilibre. Non, mais Boris, juste je t'aide, on en a déjà parlé un peu de ça. Là, t'as un problème sur justement quelle est la réelle problématique. Ça doit te Non, non, parler. non, mais c'est qu'il y a plus... Non, mais t'as une tonne de compétences Oui, je à sais, acquérir je sais. avant d'arriver à Ah, ça. non, T'en as une tonne. Ouais, c'est là où je Ça rejoins concerne Romain. que les joueurs de high stakes, Mais c'est ça, 25K, c'est là où je rejoins Romain. et encore. Ouais, c'est là où je Ouais, rejoins mais Tony. pour moi, c'est l'essence. Moi, c'est la Elles sont première pas chose à incompatibles, apprendre. les différentes compétences qu'on peut Elles sont acquérir. pas incompatibles, mais c'est une perte de temps. Tout le temps que Ouais, tu auras passé parce- sur la GTO, que tu n'auras pas passé sur autre chose. Mais c'est pas. Moi, je pense que c'est pas de la GTO, c'est Non, mais il savoir est pas non plus en train d'envoyer une fusée sur la Lune, quoi. Voilà, là, c'est des maths simples. Hein, Donne une cote de Non mais, peau, non, ça mais, va. non, mais Ouais, je parle ouais. pas, non mais je parle pas, non mais je parle pas dans le cas là. Merci, merci Raphaël, parce que là, Non, je mais- commence non, à mais- m'inquiéter. Non mais je parle pas dans le cas là. Non mais je parle pas dans le cas là, bien évidemment. Mais il y a un Je punchline de parle pas toutes du tout les du émissions cas là. confondues, Mais c'est non, Raphaël. mais non, mais c'est logique que je parle pas du tout de ce cas-là. Moi, je parle juste des gens qui passent leur vie à travailler des spots GTO sur GTO Plus pendant 4 heures par jour sur Twitch. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ils ont pas gagné d'argent depuis 3 ans. Ok, bravo, vous avez travaillé la GTO. Super. Ouais. Bravo, les gars. C'est parce qu'ils Ils ont pas cherchent gagné à un euro. reproduire une stratégie GTO, mais ils n'ont pas compris Et- l'essence. Et c'est vraiment ça sur lequel j'insiste, c'est que chaque joueur de poker devrait comprendre l'essence des fréquences, c'est des enchères. Il faut comprendre ce que ça implique de miser
la fréquence. C'est une question de Bordelais, t'as fréquence. trop parlé. Merci. Illico. Je t'ai dit 2 heures. Moi, je suis archi d'accord avec le Bordelais. Je réfléchis un peu comme ça. Pour moi, c'est la base. Et après, voilà, de faire du profiling, etc. Mais moi, là, du coup, j'ai une question. C'est même pas une réponse. J'ai une question pour Romain Nussmann. Dis-moi, pour toi, quelles sont les compétences importantes à acquérir justement avant de connaître une cote de peau, par exemple? Avant, c'est pas avant, mais en fait, la clé, c'est pas. On parlait de stratégie tout à l'heure. On joue contre des autres humains et c'est un jeu de stratégie. Surtout, c'est un jeu où on joue contre des personnes qui réfléchissent et qui prennent des décisions. La clé du poker, si on revient un peu dans le passé, ça avait été évoqué déjà. Bon, c'est vieux, on a complètement oublié, on s'est fait complètement own par ce concept de GTO. Mais à la base, le joueur optimal, c'est le super user. C'est celui qui est capable de voir la main de l'adversaire. Et pour tendre vers ça, la meilleure façon, c'est de pouvoir réussir à identifier quelle est sa façon de penser, quel est son processus de réflexion, comment il va prendre sa décision. Et on s'aperçoit que les joueurs qui prennent leur décision en se disant je vais jouer équilibré, et je vais prendre les solvers, il n'y en a pas des tonnes. Il y en a pas des tonnes. Moi, j'en connais très peu. Donc, au final, savoir la GTO pour pouvoir me dire, tiens, ce joueur-là, son process de réflexion, c'est jouer GTO, je m'en fous. Ça va tellement être une infime quantité de joueurs qui est concernée que du coup, même si mon jeu ne va pas s'adapter à celui-là, je m'en fous. Il va s'adapter 99,99% du temps. Et voilà, je joue les maths. Et puis, non, mais ce que disait Boris tout à l'heure, t'as pas besoin d'ouvrir un solver pour savoir ça. C'est pour ça que ça me paraît complètement aberrant, en fait. Moi, je parle vraiment de le fait d'ouvrir un solver, d'investir du temps et de l'argent dans des solvers purs GTO. T'as pas besoin d'ouvrir un solver pour savoir. Le solver. Romain, t'étais défenseur de la GTO. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'étais pas défenseur. J'ai dit que quelque chose qui apporte en plus est bien. Une chose en plus est forcément bien. C'est bien de pouvoir travailler ça, mais quand t'as déjà travaillé plein de choses avant ça. C'est quelque chose qui va être en plus, mais je pense que t'as des priorités avant ça. On peut pas dire que ça va être quelque chose qui va être néfaste. Je vais pas vous dire non, la GTO c'est néfaste, c'est impossible que je vous dise ça. Par contre, ça va t'apporter des choses en plus, mais il faut réussir à le comprendre. Et je pense qu'il y a trop de personnes qui enlèvent toutes les étapes d'avant et qui boum, vont acheter GTO plus ou Solver, et ils vont run des spots toute la journée et appliquer ça bêtement sur les tables. Ça peut vraiment être néfaste. Ils oublient de calculer par eux-mêmes, c'est ça le problème. Mais pour moi, moi je parle plus sinon. Ça peut être néfaste quand même, les gars, parce que oui, par rapport à ça, dans ces cas de figure, toi, ça t'a créé un leak. Enfin, je me permets de le partager. Ça peut amener, c'est pas forcément une obligation, mais ça peut amener le joueur à chercher la solution. Voilà. Et en joueur de MTT. Mais attends, je te coupe. Est-ce que la GTO, juste, c'est pas parce que moi j'entends ça depuis que je suis dans le milieu du poker. Il faut résoudre le jeu. Est-ce que la GTO n'entraîne pas un peu ce fantasme de dire le poker, on peut le résoudre? Ouais, c'est ce que disait Raphaël, c'est fantasmé la GTO. Et surtout, c'est pas adapté à notre jeu. Et en l'occurrence, effectivement, je vous préviens de suite que quand Clément Richesse va venir pour vous péter la gueule, je dirai à Clément qu'il avait raison, que moi j'étais 100% pour la GTO. Et Loïc, tu sais que Clément, il avait évoqué l'une de ses plus grosses erreurs, justement, c'est d'avoir sous-estimé la valeur d'autres compétences comme la stratégie. Je crois d'ailleurs qu'il l'a dit dans Conseil de coach la dernière fois. C'est possible. Non, mais Clément, il est très malin. Il applique beaucoup la GTO. Enfin, il travaille beaucoup la GTO, mais il applique les exploits. Clément, c'est un exploitant né, Clément. Moi, j'avais croisé Clément au Venetian à Las Vegas il y a 2 ans. Et il m'avait dit, écoute, c'est pas trop dur. Quand j'ai une main forte, je bête cher. Quand je suis en bluff, je bête pas cher. Voilà. Mais oui, mais tu vois, c'est pas étonnant. Clément, il bosse par la GTO, mais il s'en sert pour exploiter cet adversaire. Il aime jouer, il aime le jeu, quoi. Donc, moralité pour conclure. Il est fort. Subby Hutch. Bon, on passe au dernier débat. Dernier sujet, les amis, on a parlé de nombreuses compétences. Il y en a une qui, depuis quelques mois, alors parfois quelques années pour les plus expérimentés, mais on va dire depuis quelques mois pour le grand public, commence à parler, c'est le coaching mental. Voilà, l'aspect mental a-t-il justement été trop longtemps sous-estimé dans le poker? Et pour ça, on va parler avec celui qui en parle le plus. Le côté McCain un peu du mental, c'est Monsieur Romain Nussmann. C'est toi qui ouvre le bal. La question est vite répondue, comme on dit.
Ouais, on sous-estime partout en France, mais après, c'est pas qu'au poker, hein, c'est vraiment dans tous les domaines. On est des billes. Et c'est pas prêt de changer rapidement. En tout cas, c'est mon analyse. Et il y a très peu de chances que ça change. On prend l'exemple, hein, d'un point de vue factuel, si on fait des analogies avec d'autres sports. 2017-2018, hein, dans le domaine du football, il y a quand même pas mal d'argent. En Ligue 1, les clubs qui possèdent dans leur masse salariale, donc dans leur staff, un préparateur mental, il y en a qu'un. Voilà. Donc, même dans le football, où on aurait pu se dire, tiens, ils ont les moyens et ça pourrait être intéressant qu'ils investissent dans le mental, ils le font pas. Alors il y a des sports qui sont meilleurs, hein, le tennis par exemple, c'est pas le cas de tous les sports. En tout cas, on est un peu, enfin, il y a pas une égalité parfaite, c'est hétérogène, mais on est quand même très très loin d'estimer à sa juste valeur le coaching mental. C'est pareil dans le monde de l'entreprise, les VC en Europe, les VC c'est les investisseurs, hein, qui investissent dans des startups, ils jouent au loto pour sélectionner les entrepreneurs, parce que c'est quelque chose, je fais beaucoup de recherches là-dessus, hein. Enfin, je me base évidemment sur des centaines d'heures de travail dessus, parce que ça m'intéresse beaucoup. Leur méthode de recrutement, ils en ont rien à foutre du mental. Les États-Unis sont une exception, effectivement, ils sont toujours en avance là-dessus. C'est factuel, le mental a toujours été sous-estimé et on se fait défoncer par l'Amérique, hein, comme toujours, mais j'espère qu'un jour ça changera. Et le jour où l'investissement des joueurs de poker dans le mental il sera en adéquation avec la valeur du mental, là on pourra dire que le mental il est estimé à sa juste valeur. D'ailleurs on pourrait s'amuser plutôt à faire un sondage dessus et se dire combien vous êtes prêts à payer pour maîtriser une compétence mentale, comme par exemple, je sais pas, la gestion des émotions. Combien vous êtes prêt si on vous dit, tu maîtrises la gestion des émotions, un peu comme à la Matrix, comme on en parlait tout à l'heure avec les disquettes, combien tu es prêt à investir? Je pense qu'on serait très très loin de la valeur réelle de cette compétence. Voilà, donc, déjà, on a très probablement des prix très différents aussi, d'ailleurs. Si on devait faire le tour de groupe, là, je ne sais pas combien vous direz quelle est la valeur de la gestion des émotions qui amène un joueur à pas tilter, à être concentré. Enfin, ça a plein d'implications, la gestion des émotions, évidemment. Donc, c'est très compliqué. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui est très marrant, parce que notre sœur, on vit ça, hein, la valeur perçue de ce que présente notre sœur, c'est-à-dire on propose aux joueurs de se former, on leur propose aussi de leur amener des compétences techniques, mais mentales, et principalement mentales. J'entends une tonne de personnes qui disent « Ah bah ouais, mais quand même, je vais pas aller chez notre sœur, je vais donner 50% de mes profits, ça fait quand même 15K si je gagne 30K, ou ça fait 30K si je gagne 60. C'est quand même beaucoup. Mais combien tu es prêt à investir réellement pour supprimer tes tilts, transformer tes frustrations en plaisir, kiffer, être à un niveau d'intensité max comme un sportif de haut niveau, performer? Voilà, on en revient toujours à la même chose. Quand il s'agit d'acheter des voitures, il y a tout le monde qui est là en train de faire la queue, mais quand il s'agit d'investir pour l'acquisition de compétences, il n'y a plus personne. Voilà. Et je pense juste que la raison principale pour laquelle on se retrouve là, c'est que les personnes, elles sont incompétentes au mental, et elles sont très très nombreuses. Et quand on est incompétent dans un domaine, on n'a pas la capacité à comprendre la valeur même de cette compétence. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et il n'y a pas de fin, quoi. Illico. Moi, je vais parler de mon cas personnel. Je pense que j'ai clairement trop délaissé le mental. Je me suis focalisé sur la technique uniquement. Vraiment, le mental, j'ai laissé beaucoup de côté. Et je pense que ça m'a joué des tours parce que notamment dans des périodes où on run un peu moins bien, clairement, c'est là où aussi le mental prend toute son importance. Et il faut savoir justement résister, gestion des émotions, etc. Donc plein de choses. Moi, j'ai testé un petit peu la sophrologie qui m'a pas mal plu. Après, je pense que c'est un travail de long terme, le mental. Ça regroupe plein de concepts. Je pense que, moi, le premier, je suis pas du tout expert en la matière, loin de là. Et du coup, j'aimerais travailler là-dessus. C'est un de mes axes, justement. Mais je pense qu'il y a une méconnaissance globale par rapport comment justement améliorer son mental au poker. Il y a une grosse méconnaissance de la part du feed, de la part des joueurs. Et attention quand même aussi à pas non plus rentrer dans l'autre case et complètement surestimer le mental. C'est-à-dire que, moi je suis d'accord pour dire que c'est primordial et c'est le cœur de mes propos, mais il y a un peu un biais qui se fait, je pense. C'est-à-dire que comme quand on a, par exemple, je prends l'exemple du foot, on a un joueur on a un arbitre qui va siffler une faute, un penalty pour une équipe, et au final, il n'y avait pas vraiment penalty. Il va avoir tendance à avantager un petit peu dans ses décisions l'autre équipe, l'équipe qui a subi la faute. Et du coup, j'ai l'impression qu'on a tellement sous-estimé le mental pendant ces années
que attention à pas non plus surestimer son importance dans les années à venir. Mais pour l'instant, Ah, clairement, mais c'est pas clairement possible. Hein. sous-estimé. Enfin, Bah, je sais ça pas, ça, n'arrivera justement. pas. Ça n'arrivera pas. Non, on relance pas Romain, s'il vous plaît. Raphaël? Ouais, moi ça m'a aussi beaucoup aidé de m'intéresser au sujet, mais je partais de très loin puisque, comme je t'en avais déjà parlé, mes sessions c'était full bankroll avec un ou deux packs de bière sur le côté au tout début, donc j'avais un petit peu de marge, mais après ouais, je suis assez d'accord avec Cédric dans le sens où je pense que tout le monde est très différent, comme pour le coaching technique, où le boulot du coach, ça va être d'identifier les besoins du coaché. Je pense que sur le mental, c'est différent. Enfin, c'est pareil, les besoins vont être très différents. Moi, par exemple, je me rends compte que je marche beaucoup au plaisir et au bonheur. Et je sais que si tout va bien dans ma vie, si je suis bien dans mes pompes et que voilà, je suis heureux, j'ai pas besoin de méditer. Enfin voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et bon, c'est sûrement une vision un peu naïve des choses, mais en même temps, c'est celle qui me convient aujourd'hui et je l'accepte. Et c'est ce qui me paraît être important. Peut-être que dans un an, j'aurai un avis qui sera différent. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment important d'être en phase avec ce dont on a envie, ce qu'on est. Et c'est ce que j'essaye de faire. Captain Obvious? Bah pour mon cas, par exemple, j'ai longtemps sous-estimé le mental. Il y a peut-être un an, je pouvais me moquer de ce que disait Roman Usman. Enfin, me moquer, hein, je prends des grandes parenthèses, hein, mais je pouvais sous-estimer la chose. Et depuis septembre, je suis dans le programme PMS de Laurent. Et franchement, j'ai vu à quel point c'était important. Et c'est surtout qu'en fait, de base, je pense qu'on ne sait pas ce que c'est réellement. En fait, si on demande à des viewers Twitch ou n'importe qui n'est pas forcément dans le monde du poker à un certain niveau, ne savent pas ce que c'est en fait. On va leur dire ok, coach mental, ils vont penser tout de suite à méditation. Mais c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus de compétences que ça. Et je pense que c'est très important, mais je rejoins un petit peu Illico aussi là-dessus. C'est que c'est pas peut-être la chose la plus importante au début. C'est pareil, c'est une échelle d'importance qu'il faut faire. Faut faire attention à ça. Je pense que c'est Loïc, important. mute Romain, Loïc, vite. Romain, Mute Romain. vas-y, Tu peux Romain. pas- Ah non, mais c'est sûr. Hein, ouais. Non, mais pas Romain, à une Oui, sur week-end, j'ai je parle. compris après, ouais. Ouais, j'ai compris après. Parce que là, je le vois réagir. Ouais, mais il saute de sa chaise. Tu concluras, monsieur Nussman. Bande CDC. Alors moi, je vais reconnaître humblement que ça n'a jamais été mon point fort d'une manière générale, le mental, et que clairement, ça a une place vraiment primordiale dans la panoplie de compétences que peut avoir un joueur de poker complet. Et effectivement, c'est clairement quelque chose qui a été sous-estimé. Alors, si on devait estimer à combien de pourcents ça correspondrait à l'ensemble de tout ce dont tu as besoin, si tu demandais, par exemple, à Kill Tilt, il te dirait probablement quelque chose comme 50%. Et je pense qu'on doit en être assez proche, finalement. Et clairement, je pense que s'il y a un marché qui s'ouvre au niveau du coaching vis-à-vis de ça et que du coup, il y a la possibilité d'acquérir toutes ces connaissances, eh bien, ça devra valoir pas mal de sous. Cela étant dit, je vais rejoindre un petit peu ce qu'avait dit Cédric et dire qu'au final, bon, déjà, d'une part, ça va beaucoup dépendre de la variante que tu joues. C'est-à-dire que je pense que c'est probablement le plus utile si tu fais des spin and go, parce qu'il y a très vite moyen de tilt très très rapidement sur ce genre de truc. En deuxième, je dirais le cash game. Et le MTT, même si à première vue, le MTT, c'est quelque chose qui va être assez dur mentalement, puisque tu peux potentiellement enchaîner les sessions perdantes pendant un long moment, et ben au final, quand tu regardes parmi mes élèves, ceux qui ont broke, la grosse majorité du temps, c'est parce qu'il a fait une session négative et qu'il est allé faire 4 expressos à 25 €, qu'il a perdu, puis 4 expressos à 50, etc. Et ils sont broke comme ça parce qu'ils ont tilté en une journée. L'origine du tilt, c'est le MTT, là, dans ton exemple. Oui, c'est ça, justement. Je dis l'avantage du MTT, encore une fois, si on se focalise sur une seule variante, c'est que normalement, si tu gères bien la pression, c'est qu'une fois que ta session elle est finie, tu vas pas relancer une autre à minuit et demi parce que tu as buzz de ta demi-finale, quoi. Alors que un joueur d'expresso qui débute, qui a moins d'expérience, moins d'outils
par rapport à ça, aura peut-être plus de difficultés. Je connais pas mal de joueurs qui vont continuer à jouer jusqu'à ce qu'ils soient up ou qui perdent 80% de leur bankroll en une journée. Et ça peut faire très très mal. Donc déjà, je pense que ça dépend pas mal de la variante que tu joues. Et cela étant dit, une fois que tu maîtrises bien ça, je pense aussi que la technique et les autres compétences qui iront avec, la stratégie, comme le dit Romain aussi, auront aussi vraiment une place de choix dans la panoplie du joueur complet. Et le mental seul ne pourra pas forcément suffire à faire de toi un joueur gagnant si tu n'as vraiment rien d'autre à côté. Pour le coup. Ça me rappelle, je me souviens quand j'ai été faire un tournoi à Namur, j'avais pris un Airbnb avec un autre joueur de poker pour aller faire le tournoi, et il me racontait le coup où il avait fait ce super main event à 1000 € en monotabling, et qu'en fait, il avait tout bien mental pour le tout, et il était allé super loin. Et parce qu'il avait tout son mental. Et j'ai pas pu m'empêcher à ce moment-là de penser, ouais, mais au final, ça joue quand même pas mal quand tu passes ton premier coin flip, ou ton deuxième coin flip, ou ton troisième. Et je pense que la technique, et c'est vraiment quelque chose de complémentaire par rapport au mental, même si les deux ont énormément d'importance. Ok, et mon bordelais. Alors moi, j'ai 25 000 choses à dire, je vais essayer d'être concis. Le mental, en fait, je me rends compte que le mental est méconnu. Et en gros, je vois là chez PMS aussi, j'ai fait partie du programme PMS, on croit que le mental, c'est je tilte, donc je vais voir un coach mental. La démarche pour moi en tout cas d'aller voir un coach mental, c'est pas du tout j'ai un défaut, je veux le corriger, mais c'est de travailler des choses qui sont pas forcément des problèmes. C'est être meilleur dans quelque chose, être meilleur dans mon bien-être, être meilleur dans ma motivation, être meilleur dans mon thinking process. C'est progresser dans un domaine. Et le coaching mental, là où il est très puissant, c'est que, si vous développez une mentalité de champion, vous allez développer des compétences techniques, vous allez développer des compétences après. En fait, ça peut être une source très importante après de passage à l'action et de réalisation des objectifs, de planification, etc. Le coaching mental est sous-estimé, pas dans le poker, mais dans la vie de tous les jours de tous les Français. C'est ça qui est grandiose. C'est je vois à quel point la société, le conformisme de la société nous met dans des cases et on se force à devoir être quelqu'un qu'on doit être, et en fait on oublie qui on est. Les gens aujourd'hui ne savent plus ce qui les fait vibrer, ce qui leur fait plaisir, ne savent plus qui ils sont, ne savent pas apprivoiser leur corps, leurs émotions, leur manière d'être, etc. Et du coup, là où le coaching mental a une place importante dans le poker, c'est parce que le poker est un sport, enfin une discipline qui fait beaucoup souffrir, qui est très très dur mentalement. Donc je pense que le coaching mental est très prioritaire pour ça. Mais là où il est très puissant, c'est que il nous crée des compétences pour l'humain qu'on est. C'est-à-dire que les compétences que j'apprends aujourd'hui avec le mental, si demain je suis pas dans le poker, elles me seront utiles. Elles me seront utiles partout. Le mental, si tu es bien dans ta tête, si tu as confiance en toi, si tu es dynamique, si tu as la volonté, ben ça va rouler dans ta vie, mais dans tous les domaines. Et du coup, c'est là où le mental, comme dit Romain, a une grande valeur. C'est que c'est pas que le poker, c'est une valeur pour l'être qu'on est et pour la société en fait. Et là, ce que je voulais dire, et si je pouvais le dire devant la France entière, c'est qu'on devrait avoir du coaching mental à l'école. On devrait apprendre aux enfants qu'est-ce que c'est que les émotions, comment on les gère, comment on apprivoise tout ça, qu'est-ce qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous fait plaisir, et d'aller chercher quelles sont vos compétences, quels sont vos atouts. Le coaching mental, comme j'ai Romain en tant que coach aujourd'hui dans ce domaine, mais c'est aussi savoir reconnaître quels sont les atouts de quelqu'un et appuyer sur les atouts au lieu de regarder justement c'est quoi mon problème. Les joueurs et les gens sont toujours en train de dire c'est quoi mes faiblesses, je veux travailler mes faiblesses, et on oublie de dire mais c'est quoi que je kiffe, c'est quoi mes points forts. Je prends confiance en moi, je travaille mes points forts. Et du coup, on devient quelqu'un de beaucoup plus épanoui et heureux par rapport à ça. Voilà, en gros. Putain, c'était tellement beau qu'on finira là-dessus. Merci, les amis, d'avoir pris ce long moment pour parler de tout ça. C'était vraiment passionnant. Merci à vous de nous suivre toujours, d'être toujours de plus en plus nombreux. On se retrouve très très vite pour un prochain Poker Débat. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, bye bye. Salut.